Altitude Infra, podcast à la vitesse des idées. Antoine Darod, bonjour. Bonjour. Alors, on le dira qu'une fois, hein, vous êtes directeur de l'investissement transition numérique à la Banque des Territoires au sein du groupe Caisse des dépôts et consignations. Et merci beaucoup d'être sur le plateau de À la vitesse des idées, le podcast d'Altitude Infra. On est aujourd'hui à Toulouse. Vous êtes intervenu en conférence plénière pour les universités du très haut débit. Alors, évidemment, hein, la Banque des Territoires est aux côtés des territoires depuis le début de l'aventure du haut débit puis du très haut débit. Elle a investi depuis des décennies sur les réseaux d'initiatives publiques. La question, c'est quel est aujourd'hui le retour sur investissement que vous constatez? Comment il se mesure? Quelle forme prend-il? Effectivement, tu l'as souligné et c'est très important de le rappeler. La Caisse des dépôts, depuis plus de 200 ans, elle investit sur les infrastructures qui structurent notre territoire, qui irriguent nos territoires. Ça a été les ports, ça a été les voies navigables, les réseaux ferrés, le financement des autoroutes, le viaduc de Millau. Et puis, effectivement, depuis plus de 10 ans, la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, investit dans les réseaux modernes qui sont ces réseaux de fibre optique qui sont un peu la colonne vertébrale de nos communications et de plus en plus de services de nos sociétés. Alors, le retour sur investissement, quel est-il? Alors d'abord, de quel investissement on parle? On parle d'un investissement de plus d'1 milliard d'euros dans des sociétés de projets qui réalisent des déploiements dans les zones rurales, uniquement dans les zones rurales. À date, la Caisse des dépôts investit 1 milliard d'euros dans les réseaux numériques. 1 milliard d'euros dans les sociétés de projets qui déploient de la fibre optique dans les zones rurales avec tous les opérateurs, aussi bien Altitude que Axione, que Orange Concession, que TDF, que XP Fibre. Donc on a une vision complètement transversale. Le retour d'expérience, les premiers retours de ces investissements, quels sont-ils? D'abord, une satisfaction sur le rythme de déploiement. C'était franchement pas gagné et objectivement, on tient avec quelques écarts, mais on tient les délais et ça c'est très important. Deuxième motif de satisfaction, c'est le niveau de commercialisation. Parce que ces réseaux, ils sont remplis. Quand on se remet il y a 6 ou 7 ans, c'était quand même une crainte absolue de se dire oui, on va les rendre raccordables, mais ils vont jamais se raccorder. Exactement. Et c'était quand même, ça faisait peser un risque très important sur les équilibres économiques des RIP. Ça, on a réussi à le passer. Alors, avec quelques revers de la médaille, hein, quand on parle, on voit bien que les opérateurs commerciaux aujourd'hui se jettent sur la fibre. Ce que je disais ce matin, ils s'arrachent la fibre tellement ils la veulent. Alors, ça a des côtés négatifs, mais en même temps, il faut reconnaître que cet engouement un peu spectaculaire, formidable pour la fibre, c'est quand même une bonne nouvelle pour les RIP, pour leur économie. Après, on n'est pas dans un scénario complètement sans nuages. Et effectivement, il y a quelques nuages qui s'amoncellent parce qu'on voit bien qu'on a d'autres défis qui vont arriver dans les prochaines années et que ce soit sur la reprise de la qualité de certains réseaux ont été déployés trop vite et pas toujours parfaitement. Il y aura de la reprise, ce sera nécessaire. On va avoir de la densification parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le nombre de locaux il évolue, l'habitat il bouge et donc ça va nécessiter aussi des efforts d'investissement. Il va y avoir de plus en plus aussi de la création de génie civil qui va être nécessaire pour faire des raccordements. On le voit, je ne sais pas si ça coûte environ 2 milliards, on ne sait pas trop, mais on voit bien que tout ça fait qu'on est face à un mur de défis que l'équilibre économique des RIP aujourd'hui ne permettra pas de tout atteindre. Ça, c'est sûr. On est déjà au niveau de la limite des marges de manœuvre disponibles. Et donc, il faut qu'on se pose tous la question de savoir comment on va faire collectivement pour arriver à atteindre ces défis, y compris d'ailleurs par une hausse modérée des tarifs de gros. Moi, je l'ai déjà dit, ça ne doit pas être un tabou. On a en France la chance d'avoir des prix de détail extrêmement bas, mais avoir des réseaux à bas coût, par pléonasme, c'est avoir des réseaux low cost. Et donc, il y a un moment, il faut aussi collectivement avec le régulateur, qu'on sache exactement quel niveau d'ambition on se donne en termes de qualité, dans tous les sens du terme, du réseau, et on y mettra les coûts et les prix en face. On est extrêmement régulé, nous on est un opérateur, un investisseur, qui est raisonnable. Néanmoins, on ne peut pas envisager de répondre financièrement à tous les défis qui sont devant nous avec les équilibres actuels. Est-ce que vous êtes en train de me dire que le plan France très haut débit, il n'est pas fini? On parlait de 2022, certains parlent de 2025, qu'il n'est pas fini puis qu'il ne le sera jamais d'une certaine manière. Effectivement, il y a la phase de la construction et puis il y a la phase de run. Le plan France très haut débit, il ne faut pas oublier qu'en 2013 plutôt, il avait été annoncé comme 100% de très haut débit d'ici fin 2022 et les hypothèses qui avaient été retenues, c'est 80% de FTTH d'ici fin 2022.
grosso modo, on y sera. Ouais. Mais par contre, l'étape d'après, d'aller vers la généralisation du FTTH, je n'ai jamais entendu ce gouvernement ou les précédents s'engager sur le 100% du FTTH. C'est une généralisation du FTTH qui est beaucoup plus complexe parce qu'effectivement, plus on approche des derniers pourcents, plus c'est complexe, plus c'est du cas par cas, plus on a des situations qui sont difficiles techniquement, difficiles financièrement. Et donc, il faut effectivement qu'on étudie chaque situation et qu'on trouve des solutions. Peut-être d'ailleurs qu'on devrait un peu mieux considérer quelques solutions alternatives temporaires de type wireless qui permettraient dans un temps d'apporter un débit équivalent ou proche de celui de la fibre, alors pas avec les mêmes capacités d'évolution, mais qui permettrait justement de trouver ces solutions plus pérennes. Et puis, on voit bien que dans le plan France Très Haut Débit, le raccordement des 100% qui n'était pas prévu, il pose la question de qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il n'y a pas de génie civil pour faire le raccordement ? Parce que on voit bien que dans ce qu'on expose facilement comme étant des échecs de raccordement, des raccordements complexes, mais en réalité c'est bien souvent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de génie civil. Si vous avez un point de branchement sur le côté droit de la route, si vous avez pour aller raccorder les pavillons qui sont sur le côté gauche, soit vous avez une infrastructure de génie civil, vous passez dedans, sinon vous bricolez et on monte des poteaux qui sont plus ou moins solides, on pose, on scotche parfois la fibre sur la route, mais on voit bien fondamentalement, il y a un manque d'infrastructures de génie civil et de conduite qui permettent de faire des raccordements de qualité. Par ailleurs, on a la question de la résilience. On a déployé ces réseaux et ça a été un choix de les faire vite, et donc on a utilisé essentiellement les infrastructures d'accueil existantes. Maintenant, il est clair qu'un réseau de fibre va accueillir des services beaucoup plus critiques que ceux du réseau cuivre d'hier, et donc on ne peut pas envisager avoir le même niveau de résilience des réseaux fibres que par rapport aux réseaux cuivre. Ils devaient être beaucoup plus robustes parce que les quantités de données, parfois, des enjeux de souveraineté, des enjeux de sécurité derrière. De sécurité, si on veut faire vraiment du maintien de personnes à domicile et de la santé à domicile, l'hôpital à domicile, comme certains le disent, on ne peut pas imaginer d'avoir une coupure de 2 jours parce qu'il y a eu une tempête et que les arbres tombent. Bah oui, parce que quand il y a du vent, les arbres tombent, ça va pas changer. Sauf que avant, dans le réseau de cuivre, on n'avait pas le téléphone pendant 2 jours. Demain, j'ai une personne qui peut être, d'un point de vue critique, en danger, en souffrance. Donc, on ne peut pas. Après, ce sera un choix politique de savoir où on met le curseur sur le niveau de résilience, parce que c'est un coût à chaque fois. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à décider collectivement. Ce qu'on dit à la Banque des Territoires, c'est nous sommes un investisseur de long terme, présent, encore une fois, depuis plus de 200 ans, pour mobiliser l'argent des Français, parce que c'est l'argent des Français, l'argent de la Caisse des dépôts, pour participer à la résilience, à la solidification de nos réseaux de communication électronique. Alors la Banque des Territoires a lancé un appel à projet qui s'appelait Territoires durables et connectés. Est-ce que c'est une manière d'inciter les territoires à synchroniser leur transition numérique et leur transition écologique ? On a compris que l'abondance c'était fini. Moi j'ai été très surpris parce qu'en fait les collectivités c'est pas nouveau, elles y pensent déjà depuis un certain temps. Parce que notamment les regroupements qu'elles ont pu faire dans le cadre des syndicats mixtes, ce sont des gens qui suivent les déploiements et qui pensent déjà à l'après. Donc encore une fois, c'est un peu comme sur la fibre, je pense que les collectivités dans leurs réflexions sont en avance par rapport à la préhension nationale. Et d'ailleurs, dans l'appel à projet lancé par le gouvernement sur les territoires intelligents et durables, moi j'ai été, confesse, surpris par la qualité et le nombre de dossiers qui nous sont remontés et qui montrent que, en fait, les collectivités, ça y est, elles l'ont déjà pensé. Elles ont déjà pensé entre elles, entre PCI, le rapport avec le département. Elles ont déjà commencé à sentir les use cases sur lesquels elles vont pouvoir développer. Et on sent que là, c'est mieux. Alors après, il faut qu'on arrive à avoir des modèles qui seront adaptés localement, mais quand même d'avoir des modèles qui fonctionnent et qui sont réplicables dans des cas d'usage qui peuvent être aussi bien sur la collecte des déchets, sur la maîtrise de l'énergie. C'est intéressant. C'est que les collectivités, elles y vont pas parce que faut faire de la smart city pour faire de la smart city. Elles y vont parce que derrière, il y a des économies. Et que quand vous gérez beaucoup mieux le ramassage de vos ordures ménagères parce que vous, avec un réseau de capteurs, vous êtes beaucoup plus fin sur le timing de ramassage, vous faites des économies. Lorsque vous gérez beaucoup mieux le réseau électrique de votre ville... L'éclairage public, 30% des dépenses des collectivités exactement. En énergie. Oui. Et donc, on voit bien qu'il y a des économies d'énergie qui sont là, des économies de coûts qui sont là. Il faut arriver à essayer, et ce sera le rôle de la Banque des Territoires, de voir comment on peut finalement préfinancer ces économies pour accélérer cette transition. Mais moi, je suis vraiment surpris
par ce que j'appelle un raz-de-marée, vraiment, parce que c'est le cas sur les projets qui nous sont remontés dans le cadre du programme Territoire intelligent et durable. Antoine Darod, on arrive au terme de cette interview. Est-ce que c'est cette dernière idée qu'on garde et que vous partagez? Les collectivités sont en avance et elles ont été extrêmement réactives sur ce sujet de la transition économique et écologique, et numérique. Oui, et ça c'est très clair. On voit bien que ce sont les collectivités qui font naître et qui poussent la dynamique. Après, c'est comme dans le plan France Très Débit, il faut qu'on arrive à avoir des solutions qui soient industrialisables. Alors, adaptable localement, c'est indispensable, mais le numérique a besoin quand même d'avoir un certain nombre de structures, une colonne vertébrale stratégique. Exactement, qui soit partagée, qui soit commune. Si chacun refait l'histoire dans son coin, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut, tout en profitant de ce dynamisme local et avoir une implémentation spécifique à chaque territoire, qu'on ait quand même un certain nombre de référentiels et de solutions standards qu'on puisse déployer très rapidement sur tout le territoire. Antoine Darod, merci beaucoup et à bientôt. Sébastien, à bientôt. Podcast à retrouver sur altitudeinfra.fr.